Pourquoi aujourd'hui il y a ce tel désir de racheter des terres? La forêt alluviale, elle nous fait de l'eau propre, gratuitement. Nous sommes des fantassins de la protection de la nature et on fait feu de tout bois. D'ailleurs, c'est un milieu très concurrentiel, quoi, les achats de forêt. Alors la propriété c'est de droite? Je sais pas. Imaginez-vous dans une forêt dont vous pouvez à peine distinguer la cime des arbres. Des branches de chêne, de hêtre, de pin s'entremêlent et vos pas s'enfoncent légèrement dans le sol spongieux. Une prairie, des biches, tout juste lèvent-elles la tête à votre arrivée. Vous replongez dans la forêt, vous vous frayez un chemin à travers les buissons. La lumière du soleil commence à percer entre les troncs massifs. Vous levez la tête, un vautour fauve et ses 2,50 m, ailes déployées, vous survolent. Le sol tremble, vos pas vous emmenez jusqu'à une vaste prairie, un troupeau de bisons déboule face à vous. Alors cette tentative d'immersion n'est peut-être pas de la science-fiction. 80% des forêts primaires, c'est-à-dire qui n'ont pas été modifiées par l'homme, ont été abattues au cours du dernier siècle à l'échelle mondiale. Et pourtant, l'association Francis Allais s'est donnée pour folle mission d'en reconstituer une en Pologne. Je vous ai parlé du vautour fauve qui planait au-dessus de nos têtes. Il avait quasiment disparu du territoire français dans les années 60 et protégé en 1972, puis réintroduit, compterait plus de 3000 couples aujourd'hui selon l'Adréal. Les bisons européens sauvages, vous pouvez en croiser dans les Carpates. Ils bénéficient de projets de réintroduction, que ce soit en Roumanie ou en République tchèque. Et enfin, les biches, si elles ne sont pas chassées, si elles ne sont pas perturbées par les activités humaines, elles n'ont aucune chance, aucune raison de vous craindre. Alors que ce soit par des mesures de protection ou par ce que l'on appelle la déprise agricole, c'est-à-dire quand des espaces ne sont plus cultivés, la nature peut reprendre ses droits. C'est du moins ce que soutiennent les partisans du réensauvagement, la traduction de rewilding en anglais. Le réensauvagement ou le rewilding, selon le Cambridge Dictionary, c'est protéger un environnement pour retrouver son fonctionnement naturel. Il s'agit donc pas seulement de préserver, mais aussi de reconstituer la nature. Et elle peut se reconstituer seule, c'est la libre évolution. L'organisation Rewilding Europe assure que sur l'ensemble de ses projets, 8,8 millions d'hectares, c'est pas rien, réensauvagent notre continent. Alors, protéger des territoires pour que la nature puisse reprendre ses droits, ce n'est pas une idée nouvelle. Les peintres impressionnistes, menés par Théodore Rousseau, sont parvenus à protéger une parcelle de 1000 hectares. C'était à destination artistique à l'époque, soustrait à tout aménagement. C'était en 1861 dans la forêt de Fontainebleau. On cite aussi souvent l'exemple de Yellowstone aux États-Unis, qui est le premier parc national. Il a été créé en 1872 et seulement 2% de ces 9000 km² sont aménagés. Yellowstone est souvent cité en exemple par les partisans du réensauvagement parce qu'on y a réintroduit le loup et ça a prouvé que par la réintroduction du loup, tout l'écosystème était rétabli. Alors, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est la méthode et l'ampleur. Ce sont désormais des hommes et des femmes qui s'unissent par des associations, qui participent à des fondations pour acheter des forêts et les protéger. Et pourquoi pas qu'elles parviennent à reprendre complètement ces droits. Ce ne sont plus des personnalités, des riches personnalités comme Douglas Tompkins. Je ne sais pas si vous le connaissez. Douglas Tompkins, c'est le fondateur des marques Esprit et North Face, et son épouse, Christine Tompkins, qui était la propriétaire de Patagonia. Tous les deux, ils ont commencé à acheter des terres dans les années 80, des parcelles en Patagonie, et ils sont parvenus à protéger plus de 800 000 hectares.
À la mort de son époux, Christine Tompkins a remis une grande partie de ses propriétés chiliennes à l'État. Alors ce sont désormais des actions collectives qui permettent de dépasser la notion de propriété individuelle, mais aussi d'extraire quelques hectares, parfois des centaines, d'une logique financière. Si vous tapez « acheter forêt » sur une plateforme de crowdfunding, vous allez découvrir une multitude de campagnes de financement. C'est par le don, souvent, que les forêts sont achetées. C'est le levier pour acheter des forêts, le levier majeur. On peut citer de nombreuses associations, comme l'ASPAS, l'Association pour les protections des animaux sauvages, Forêts sauvages, et des fonds de dotation comme Forêt en vie, ou la Terre en commun, qui est souvent citée parce qu'ils tentent de racheter des terres à Notre-Dame-des-Landes. Et c'est aussi des anonymes qui utilisent cette fois leur propre épargne et qui achètent d'eux-mêmes des terres. C'est le cas, par exemple, de la metteuse en scène de Média Vivant. On l'a appris en réalisant cette enquête. Alors, on peut se demander pourquoi aujourd'hui il y a ce tel désir de racheter des terres. Alors, malheureusement, là, une des premières raisons, c'est d'abord parce qu'il y a une urgence. On pourrait citer d'innombrables chiffres alarmants, mais selon l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, un tiers des espèces animales et végétales sont menacées, un tiers des conifères comme un tiers des mammifères. Et pire, pour certains scientifiques, on serait en ce moment en train de vivre la 6e extinction de masse. Et la forêt française va mal. Bien souvent, on rappelle qu'il y a un siècle, elle couvrait 19% de notre territoire contre 31% aujourd'hui. Mais la mortalité des arbres a augmenté de 80% selon l'IGN. Alors à quoi c'est dû, cette mortalité? C'est d'abord dû aux sécheresses, aux incendies, aux maladies qui sont dues au réchauffement climatique. Et du coup, son rôle d'absorbeur de CO2, de puits de carbone, est menacé. Cette forêt, elle est aussi fragile. Elle est fragile parce que sur la moitié de sa surface, elle est cultivée en monoespèces. Et enfin, il y a l'État. Il y a une confiance qui est rompue en l'État, surtout par les partisans du réensauvagement. On peut, par exemple, citer les parcs. Il est autorisé de chasser dans les parcs régionaux. Ici, dans le parc national des Calanques, on ne le sait pas forcément, mais la chasse est autorisée sur la moitié du territoire. Donc, bien souvent, les partisans du réensauvagement, enfin tout le temps, demandent une réglementation plus stricte. Emmanuel Macron promettait de créer sur 30% de nos surfaces terrestres et maritimes des aires protégées. Et que 10% de ces aires protégées fassent l'objet d'une protection forte. Alors, si selon l'Élysée, le premier objectif a été atteint, le second, lui, a été repoussé à 2030, ce qui est tout de même assez lointain. Alors, fer de lance du réensauvagement, l'ASPAS est connue pour son opposition aux chasseurs, qui lui rendent bien son animosité. Elle est soutenue par le journaliste Hugo Clément, que vous connaissez sûrement, et a pour porte-parole Marc Giraud, qui, vous vous en souvenez peut-être, avait une chronique à Coucou c'est nous sur TF1. Donc c'est une association qui sait communiquer. Elle utilise aussi le levier juridique. Elle a lancé plus de 3500 procédures en 40 ans, comme on peut le lire sur son site. Et enfin, elle gère 1200 hectares de forêt qui sont répartis sur 4 parcs. Elle a même créé un label qui s'appelle Réserve de vie sauvage. Et donc, Réserve de vie sauvage fonctionne grâce aux dons et aux legs. Et quand on demande à Marc Giraud sa conception de la libre évolution, il a ces mots: c'est bien simple, on ne fait rien. Alors avant de partir pour un reportage dans la plus grande réserve de l'ASPAS, dans le Vercors, qui fait à peu près 490 hectares, je vous propose d'accueillir, on va dire, les chantres du réensauvagement en France. Ce sont les piliers de l'association l'ASPAS et de Forêts sauvages, et ils ont écrit « Réensauvageons l'Europe ». Je vous propose d'accueillir Béatrice Crémer-Cochet et Gilbert Cochet. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu ce soir. Donc vous venez de l'Ardèche, ça fait quand même une petite trotte jusqu'ici, donc merci beaucoup. Je voulais, alors, dans votre bouquin, je rappelle le titre, Réensauvageons l'Europe.
Il y a deux sentiments. Il y a à la fois le constat de l'état de notre nature, et sur ce point, on a de quoi ne pas être très optimiste. Et pourtant, votre ouvrage est très optimiste. Vous allez jusqu'à dire qu'on peut réensauvager jusqu'à 30 millions d'hectares en Europe. Pourtant, alors je me trompe peut-être sur le chiffre, mais en France, il y a seulement 1% aujourd'hui qui est en libre évolution. Du coup, la question est simple. Comment on fait ? Oui, alors, il faut voir derrière les chiffres ce qu'on retrouve. Quand on dit qu'on peut retrouver sur l'ensemble de l'Europe 30 millions d'hectares libres et en réensauvagement, c'est tout à fait possible, et parce qu'il y a des tas d'endroits où il y a la déprise agricole qui s'est mise en place. Mais on ne peut pas comparer ces 30 millions d'hectares avec les zones préservées. C'est-à-dire, je prends un exemple dans le Massif central. Vous avez des tas de zones qui sont retournées à l'état sauvage, mais qui n'ont pas de statut. C'est-à-dire, ce n'est pas protégé, mais elles sont là. Donc, on a un petit chiffre de zones protégées. On est à moins de 1%. On voudrait arriver à 10%, mais bon, on est à moins de 1%. Et on est très en retard. Mais en même temps, il y a un côté optimiste qui fait qu'on voit comment se développe la nature, et elle a une capacité de résilience qui est absolument remarquable. Et donc, voilà, la forêt revient. Alors, après, c'est au cas par cas. La forêt revient, il y a forêt et forêt. Il y a forêt et plantation. Donc, nous, on est en Ardèche, par exemple, on est dans le Vercors aussi. On voit les forêts qui reviennent. On a des forêts qui ont une centaine d'années. Et puis, il y a un souci. Parce qu'il y a eu un fort exode rural en Ardèche. Voilà, tout à fait. Alors, peut-être pour préciser, l'exode rural, il est dû à la découverte des énergies fossiles, charbon et pétrole. Et le retour de la forêt que tu as cité, Jean-Baptiste, donc on était effectivement le point le plus bas pour la superficie forestière en France, ça a été le milieu du 19e siècle. Donc on avait à peu près 12% du territoire qui était recouvert de forêt. Alors il faut savoir qu'après la sortie de la dernière glaciation, c'est 80% de l'Europe, et c'était le cas pour la France aussi, qui était recouvert de forêt. La fameuse forêt primaire dont il reste un petit lambeau témoin à Biélowieza, à cheval sur la Pologne et la Biélorussie. Et actuellement, on est à 30%. Et ce passage de 19 à 30%, c'est la découverte des énergies fossiles qui a permis, d'une part, d'utiliser moins de bois en tant que source d'énergie, donc moins de bois-énergie, remplacé par le charbon d'abord, le pétrole après. Et deuxièmement, ça a été le début du développement de l'ère industrielle, et on a eu besoin de main-d'œuvre en ville. Donc il y a eu une attraction des campagnes les plus défavorisées vers les villes. Ça a libéré des terrains, et la nature, vous savez, quand vous lui laissez de la place et du temps, elle est extrêmement résiliente. Et donc, à partir de quelques petits arbres qui restaient de ci, de là, il y a eu des graines. Puis ces graines ont germé. Elles ont germé au bon endroit. Il n'y a pas eu besoin de les planter pour la plupart des cas. Il n'y a que 15% de ces surfaces reconquises qui étaient des plantations. Tout le reste, c'est de la régénération spontanée. Et puis maintenant, ça fait des forêts qui ont un siècle et demi, et qui se portent très bien, parfois sans qu'on s'en occupe. Est-ce que ça veut dire qu'on peut se passer de réserve, du coup, pour atteindre ces 30 millions d'hectares ? Oui, alors, il faut de tout pour faire un monde. Et là aussi, c'est-à-dire que le fait d'avoir des réserves biologiques intégrales, c'est très important. D'avoir des parcs nationaux, c'est très important. Je vous donne l'exemple du parc national de la Vanoise. Il fait 60 000 hectares. Donc celui des Écrins fait 100 000 hectares. Celui du Mercantour, 70 000 hectares. C'est des surfaces très importantes. Si on n'avait pas fait le parc national de la Vanoise, on ne saurait pas que les chamois peuvent avoir une densité de 10 chamois pour 100 hectares. Et quand on a fait le parc national de la Vanoise, il y avait 300 chamois. Et puis on disait, il est très bien géré, parce que quand il y en a 400, on en tire 100, ça fait 300, puis 400, 300. Et en fait,
On a fait le parc national. Est-ce que c'est les chiffres sur lesquels se basaient les chasseurs pour demander l'autorisation d'abattage? Effectivement, quand vous avez un nombre de chamois, vous en tuez 10% chaque année, ça marche. Mais enfin, 400, 500, 400, 500. Mais là, on a fait le parc national. Donc on a arrêté de les chasser. Et puis on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, il y en avait 1000. Alors j'ai dit, mais c'est pas possible, 1000. Puis après, comme c'est un parc national, il y en avait 2000. Puis après 3000, on se roulait par terre, ils vont tous mourir, ils vont tous être malades. Et voilà, on avait prévu des catastrophes. Et on est monté à 6000. Et à 6000, c'est resté à 6000 depuis des décennies. Parce que le chamois, quand il arrive à 10 chamois pour 100 hectares, il met en place un système que nous, on ne connaît pas du tout, absolument pas. C'est le planning familial. Je rajouterais simplement un petit détail justement pour l'efficacité de la préservation. Tu parlais tout à l'heure de la définition du rewilding, donc retrouver toutes les fonctionnalités d'un endroit, retrouver toutes les fonctionnalités, ça veut dire aussi retrouver tous les habitants qui habitent cet écosystème avec toutes leurs interrelations. Et pour que ça fonctionne, il faut des grandes surfaces. Et c'est pour ça que les parcs nationaux, par exemple, qui font 60 000, 100 000 hectares, c'est très important. C'est des zones sanctuaires indispensables pour que tout ça fonctionne. Mais après, si vous avez juste une surface qui est isolée, ça ne marche pas. Parce que vous avez une consanguinité qui se met en place. Et ce qui est très important aussi, voilà, qu'il y ait des échanges entre ces sanctuaires. Et là, c'est hyper important parce que ces zones de corridor, ce n'est pas forcément un grand couloir. Parce que quand on dit corridor, on imagine le grand couloir. Ça peut être un petit îlot ici, un petit îlot là. Et les animaux sauvages peuvent progresser d'îlot en îlot s'ils ne sont pas trop loin les uns des autres. Et ces zones de corridor sont extrêmement importantes parce que c'est les zones où l'humain cohabite de la meilleure façon possible avec le sauvage, à ses activités, mais permet en même temps la circulation de la faune à proximité. Parce que, alors, là encore, dites-moi si j'ai dit une bêtise, mais par exemple, le rewilding se définit ou repose sur les 3 C, qui sont CORES, les noyaux, le cœur, les corridors, et aussi les carnivores, c'est-à-dire de reconnaître le rôle des prédateurs dans un écosystème. Et du coup, l'espace, enfin, du coup, vous me donnez la perche pour poursuivre, mais comment fait l'espace pour faire communiquer ces parcs, parce qu'il y en a en Bretagne, d'autres dans la Drôme. Est-ce que ce n'est pas des îlots finalement isolés ? Alors, oui, non. Alors, la réserve de vie sauvage de Bretagne, c'est un cas très particulier parce que c'est un cadeau, en fait. C'est comme dans un conte de fées, c'est une marquise qui nous l'a offert. Elle avait 60 hectares. Elle a dit, bon voilà, moi, j'ai envie que ces 60 hectares soient protégés le plus longtemps possible. Donc, je les offre à l'Association pour la protection des animaux sauvages. Donc, c'est pour ça que c'est une réserve un petit peu excentrée, effectivement, dans une zone qui n'est pas très sauvage. Mais c'est important aussi parce que ce qui se passe dans cette réserve... Alors, elle est très importante parce que c'est une réserve faite avec de la forêt de bord de cours d'eau. C'est un petit fleuve côtier qui s'appelle le Légué. Et donc, ces 60 hectares sont localisés sur une des rives du fleuve. Et la forêt alluviale, c'est la forêt la plus menacée en France parce que on convoite les cours d'eau pour arroser parce que c'est sympa. Donc vous avez l'agriculture qui va empiéter là-dessus. C'est sympa aussi d'habiter au bord de l'eau. Et donc vous avez l'urbanisme aussi qui va se rapprocher de plus en plus avec tous les problèmes que ça peut engendrer, parce que de temps en temps le cours d'eau déborde et ça peut faire des drames. Et là donc vous avez ces 60 hectares, c'est la connexion, elle se fait avec la mer. Et dans ce petit fleuve, c'est le saumon qui remonte et le fait d'avoir des zones de tranquillité dans lesquelles on ne touche pas, avec la frondaison des arbres qui fait de l'ombre, c'est important. La forêt alluviale aussi. Pour la dernière, je suis désolée, on déborde, on est toujours trop bavards tous les deux. La forêt alluviale, elle nous fait de l'eau propre, gratuitement. Et ça a été prouvé scientifiquement. Quand on fait des mesures du taux de nitrate et de phosphate en amont de la forêt, et en aval, eh bien, le taux est plus élevé s'il y a des zones agricoles, bien sûr, parce que les nitrates, les phosphates, ça provient beaucoup, pas exclusivement, mais beaucoup de
des engrais chimiques qui sont mis en excès. Et donc, moins de nitrates et de phosphates à la sortie de la forêt. Pourquoi ? Parce que par leurs racines, comme tous les végétaux, ils puisent ces nitrates et ces phosphates, les arbres de la forêt alluviale, et ils en fabriquent leurs branches, leurs feuilles, etc. Et donc, vous n'avez jamais vu un arbre vous tendre la main en vous disant donnez-moi 10 €, je vous ai fait de l'eau propre. Et ça, certaines villes d'Europe, et du monde d'ailleurs, l'ont très bien compris. Et Munich, notamment, a préservé toutes les forêts de pente des Préalpes bavaroises. Et ça lui permet d'avoir, si vous allez sur le site de la ville de Munich, ils vous disent on a l'eau de la meilleure qualité au prix le plus équitable. Et le prix le plus équitable, j'ai regardé, là cette année, c'était à peu près 1,72 € ou 76 le mètre cube. Alors je ne sais pas combien c'est à Marseille, mais j'ai regardé par curiosité le prix moyen du mètre cube en France, c'est 4 € le mètre cube. Donc sans rien faire, les Munichois payent 2 fois moins cher que nous. Et à New York, ils ont fait la même chose avec les monts Delaware et Catskill qui sont au nord-ouest de la ville. Et donc là, en plus, l'eau coule par gravité, c'est 1 € le mètre cube. Alors ça peut varier un peu suivant le taux de change du dollar et de l'euro. Donc finalement, protéger, c'est pas seulement s'intéresser à la faune sauvage, c'est aussi faire un acte social parce que l'eau potable est un bien absolument indispensable. Et est-ce qu'on peut imaginer des aires de réensauvagement qui vont des Pyrénées jusqu'aux Carpates, par exemple ? Oui. On l'a montré. On est parti d'un exemple donc, aux États-Unis, donc un programme d'un immense corridor, Eye to Eye, donc Yellowstone jusqu'au Yukon. Voilà. Et donc en Europe, on a toute une chaîne de montagnes qui part de la cordillère cantabrique en Espagne, Massif central, Pyrénées, Massif central, Alpes, les Balkans, et puis les Carpates, et on peut même aller comme ça jusqu'au Caucase. Et donc, on a une succession de massifs forestiers, plutôt sauvages, parce que les montagnes, c'est difficile d'accès, donc c'est plutôt sauvage, et qui communiquent, donc, plus ou moins. Alors, on a un bouquetin qui est dans le bouquetin ibérique, par exemple, qui est dans la cordillère ibérique, en Espagne. Il ne va pas se déplacer jusqu'au bouquetin pour rencontrer le bouquetin du Caucase. Mais on va avoir une succession d'espèces comme cela qui fait que ça va fonctionner. Et donc, ça, c'est du grand art. Mais c'est effectivement l'objectif, retrouver tous ces liens, donc tous ces corridors, qui fait qu'on peut... La faune, elle n'a pas de limite dans son expansion géographique. Les seules limites qu'elle va avoir, c'est un océan, des montagnes infranchissables, c'est ça, c'est des limites naturelles. Mais par contre, on en a fait plein de limites, nous, en mettant des autoroutes, voilà. Donc il faut éviter ces blocages et permettre par des corridors, par des ponts au-dessus des autoroutes, pour laisser passer cette faune, pour qu'elle puisse à nouveau se redéplacer. Dernière question, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la propriété privée ? Comment vous êtes, enfin si on peut parler de privé, parce que là c'est l'association, donc c'est quelque chose de collectif finalement qui est propriétaire, mais comment vous avez pensé à la propriété, comment c'est venu ? Je sais que c'est parfois difficile, peut-être moins que la Fondation d'un parc, par exemple, mais c'est difficile parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent acheter des forêts. Comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors, c'est une petite histoire. Il y avait un couple d'aigles bottés, c'est un rapace assez rare, donc qui nichait sur un arbre qui était énorme, absolument magnifique, dans le Massif central, on le connaissait, et l'arbre a été tronçonné. Donc on s'est dit, bon, c'est catastrophique pour les naturalistes. Et on a réfléchi. Donc j'avais monté un dossier à l'époque pour faire une réserve naturelle. Mais en fait, même dans une réserve naturelle, ce qui compte, c'est la propriété foncière. C'est plus fort que la préservation. Donc on a l'exemple de la réserve naturelle des ramières de la Drôme, où vous avez des forêts alluviales qui sont très rares, qui ont été tronçonnées,
dans la réserve naturelle parce que c'était la propriété de quelqu'un qui était là-dedans. Donc voilà. Donc du coup, on s'est dit, il faut acheter. Et quand on achète, après, c'est préservé très très fortement. C'est un outil. Il faut bien voir, nous sommes des fantassins de la protection de la nature et on fait feu de tout bois. Et donc voilà. Et en plus de ça, Un fantassin, c'est assez guerrier quand même comme oui, métaphore. oui, non, on n'est pas. Ouais, fantassin, ouais, c'est guerrier. Mais moi, je suis un peu fantassin parce que je dis parfois en rigolant, je suis un martyr de la ruralité parce que j'ai 18 plombs dans le corps et j'ai été pris pour un renard. Il ne devait pas avoir une bonne vue. Hein, Et puis j'ai Parkinson, donc ça, c'est l'autre versant. Donc voilà, la ruralité, ça peut avoir un mauvais penchant. Mais voilà, ceci dit, la protection foncière, c'est très important. Et dans les territoires un petit peu perdus du Massif central, quand on achète des parcelles, nous sommes vraiment les petits Pères Noël de la ruralité. Parce que les gens sont là, ils ont 2-3 parcelles qui font à peu près donc, quelques dizaines ou quelques centaines d'hectares. Et nous... Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, un hectare. Et donc, on leur achète. Donc, ils ont quelques parcelles. En moyenne, c'est 4-5 hectares par propriétaire. C'est des millions de propriétaires. Donc, un ami qui travaille à l'ONF m'a dit, si tu leur fais une proposition, c'est la seule proposition qu'ils auront de toute leur vie. Donc, voilà. Donc, quand on leur propose d'acheter leur terrain pour le préserver, ils sont ravis. Et puis après, ils nous disent, mais on pourra toujours ramasser les champignons. Bien sûr. Après, il faut se limiter. Mais voilà. Donc, ça marche très, très bien. Très bien. Écoutez, merci à tous les deux. On se retrouve dans un court instant. Et encore merci.